Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors cette semaine, on va recevoir Éric Bouchard qui va nous faire sa chronique régulière sur le français, le fédéralisme, le Canada. Il est là d'ailleurs devant moi. Hey, bonjour! Comment ça va? Merveilleusement bien. T'as pas amené ton drapeau canadien? Ben non, toi. J'ai fait un appel, figure-toi, sur Facebook pour pouvoir venir en ondes puis me draper du drapeau du Canada pour ma chronique. Et j'en ai pas trouvé. J'ai eu plus d'insultes. Hey, tu t'es fait chanter des bêtises. Ça n'a pas de bon sens. Mais en fait, C'est j'ai trouvé ça incroyable. drôle. J'ai été obligé de dire au monde, hey, c'est un peu sarcastique. Non. T'es-tu sérieux, Éric? Je me suis fait envoyer paître dans Par la... du monde tu connaissais? Pas nécessairement, mais il y a du monde, mettons, qui sont sur Facebook. Puis là, tu sais, maintenant, tu acceptes des amitiés. Puis Ouais. on pense qu'on est amis. Puis là, après ça, les gens, au premier degré, bang, ils m'ont rentré dedans. Fait que je n'aurai pas, pour ma chronique, un drapeau canadien dans lequel je vais pouvoir me draper. C'est aussi crédible que si j'avais annoncé que je porterais une cravate du Conseil du patronat du Québec. Hey, je te verrais bien, toi, N'est-ce pas? au Conseil du Et patronat. que là, les gens commencent à m'insulter. Moi, ça me fascine. Je t'avoue, quand j'ai regardé sur ta page un matin, j'ai dit, ces gens-là, ou bien ils le suivent pas, ou c'est des trolls, ou... ça se peut pas. Il y a des gens qui prennent vraiment au pied de la lettre, alors que si on t'écoute un peu, on sait très bien que tu voteras pas pour le Canada dans le cadre de cette élection. Donc, on va parler de tout ça à midi 15, tout de suite après la première pause. J'ai invité aussi Benoît Lacourcière, qui est le président de la Fédération nationale des enseignants du Québec. Vous avez entendu Poilievre, qui fait un peu comme Trump, un peu pas mal comme Trump, là, qui menace de désinvestir, couper du financement en recherche au niveau universitaire canadien si on continue à encourager l'antisémitisme dans les chaires d'études. Alors ça, c'est quand même une première au sens où, au Canada, quand même, la séparation, l'indépendance par rapport au financement universitaire versus les orientations politiques. Quoique, j'entends déjà Éric Bouchard me dire que quand il s'agit de la question nationale, pas sûr qu'Ottawa finance beaucoup de chaires d'études pour favoriser l'indépendance du Québec. Mais bref, on va revenir avec Lacourcière dans la dernière partie de l'émission pour comprendre un peu c'est quoi les enjeux pour le monde universitaire. Et comme on est dans l'ère du temps, je ne pouvais pas passer à côté du décès du pape, n'est-ce pas? Vous en avez entendu parler? Le pape est décédé suite à une visite de J.D. Vance. D'ailleurs, je voyais déjà les complotistes imaginer que Poutine avait fourni à Vance un produit, parce que les Russes, c'est des spécialistes en empoisonnement. Hein? Et ben oui, alors là, on s'est dit, voyons donc, ça se peut pas. Alors que ceux qui ont un petit peu plus d'humour disent qu'après avoir rencontré Vance, c'était trop. Hein? Je veux dire, Trop son petit cœur. Le pape François qui est décédé. Évidemment, on souhaite notre sympathie à tous les chrétiens et chrétiennes catholiques, hein, bien sûr, mais on va recevoir Alain Pronkin, qui est un spécialiste chroniqueur de l'actualité religieuse au Québec, qui était à Charles-Gaudreau ce matin. D'ailleurs, on a fait un petit bout ensemble. Puis je veux revenir avec lui après François, qui était un pape quand même considéré comme étant assez progressiste, même si dans l'Église, on ne prononce pas ce mot-là. Tu sais, bénédiction des couples gays, ouverture sur la question des rapports à la sexualité, tout ça. Il y a quand même une Église assez conservatrice. Et qui va remplacer François? Alors, vous connaissez l'histoire de la petite fumée blanche là, qui va sortir par la cheminée. Mais on parle d'un évêque allemand, un dénommé Müller ou Miller. Là. Pronkin va nous parler de ça tantôt, qui est assez conservateur. Et qu'est-ce que ça veut surtout dire, cette élection-là au Vatican, dans un contexte où l'extrême droite est en montée partout sur les questions d'immigration, sur... je lisais tantôt, j'espère que c'était vraiment une blague, j'ai pas vérifié, là, mais ça a l'air que Trump signe un décret pour remettre une belle grosse médaille aux femmes aux États-Unis qui auront 6 enfants et plus. Donc là, on retourne à la servante écarlate de Margaret Atwood. Là. Tu sais, c'est vraiment... Là, on n'est plus dans la fiction, on est dans cette réalité. Donc, ça veut dire quoi, cette élection-là au Vatican dans les prochaines semaines, dans un contexte où on va de plus en plus à l'extrême droite? Moi, je me surprends que tu t'aies pas parlé du fait que ce pape-là, contrairement à tout le monde dans la société, à toute l'élite, qu'elle soit religieuse ou politique ou économique, il condamne le système économique, il condamne les inégalités, il condamne le néolibéralisme qu'on utilise. Dans le fond, le néolibéralisme, c'est de donner de plus d'argent aux riches puis de moins d'argent aux pauvres. Et donc là, je trouve que le fait qu'il y ait
un vent contre ça. Ça veut aussi beaucoup dire qu'il n'y a pas juste le conservatisme religieux ou identitaire, mais il y a le conservatisme aussi économique. Puis il condamnait ça, notre ami le pape François. Non, tout à fait. Et c'est bien que tu le soulignes puis que tu me le rappelles. Donc, on pourrait même parler d'un pape de gauche. Exactement. Alors, ça sera à suivre dans la deuxième partie de l'émission. Quelques minutes qui nous restent pour faire un éditorial. Je veux d'abord parler des élections. Je vais vous étonner, on va en reparler tantôt avec Éric, mais moi, j'ai été assez renversé d'apprendre il y a 2 semaines ou la semaine dernière lors du débat organisé par le FM 103.3 avec les candidates qui se présentent dans Longueuil-Saint-Hubert, d'apprendre, évidemment, notre ami Denis Trudel qui était présent pour venir faire le débat et d'apprendre que le candidat Nathilien Joseph du Parti libéral du Canada, qui est premier encore aujourd'hui, je pense que ça baisse, là. M. Trudel remonte dans les sondages, mais que Nathilien Joseph ne se présente pas pour venir défendre la position du Parti libéral canadien. J'ai appris qu'après, il a été invité par la télévision Rive-Sud. Il ne s'est pas présenté. Et là, on essaie de l'avoir au 103.3. Qu'est-ce qui défend le candidat du Parti libéral dans la circonscription? Bien, on ne le sait pas. Alors là, je me suis dit, on est encore dans des logiques de plantes vertes, de candidats poteaux. Et ça, je trouve qu'en démocratie, c'est pas acceptable au sens où, oui, il y a des grands enjeux nationaux. Oui, bien sûr, Trump. Oui, bien sûr, la politique fédérale. Oui, bien sûr, le Canada. Oui, bien sûr, le Québec. Mais pour les gens là, de Saint-Hubert, Longueuil, Saint-Hubert, qu'est-ce qu'on défend? Ça va être quoi les dossiers qui seront portés d'un contexte de crise de logement, dans un contexte où il y a des enjeux au niveau des transferts canadiens en santé? On le sait, on envoie plus d'argent à Ottawa qu'on en reçoit au Québec pour financer nos infrastructures en santé. Silence radio, M. Joseph ne se présente pas. C'est quand même assez incroyable. Mais Jacques, c'est lui qui va nous protéger de Donald Trump. C'est exactement pour ça qu'il est en avance. Il représente la protection contre Donald Trump, mais il n'est pas capable de venir défendre un seul dossier au niveau de la circonscription. C'est quand même... Ah oui, c'est quand même fascinant. Ouais, je pense qu'il faut rappeler aussi, là, dans les médias sociaux, ça a circulé beaucoup. Il y a eu une histoire de médias sociaux et de suivi un peu bizarre là, sur sa page Instagram. Il a été condamné là, par des groupes de femmes qui ont demandé le retrait de sa candidature. Bon, il aurait suivi plus de 900 jeunes filles. Il aurait dit qu'il aurait été hacké. Puis après ça, il a dit non, finalement, j'ai pas dit la vérité. Puis en tout cas, bref, c'est une candidature qui est extrêmement boiteuse et questionnable dans un contexte où on vit toujours bien dans une démocratie où on a le droit d'avoir des réponses claires, y compris sur une question comme celle-là. Donc, j'espère qu'il va profiter des quelques jours qui lui restent, M. Joseph, pour venir s'expliquer au FM 103.3. Sinon, bien du monde ont été votés. Hein? Même, on a battu des records. Moi-même, j'ai été voté en fin de semaine, mais moi, je vote du côté de Longueuil-Charles-Lemoine. J'ai croisé Mme Fournier, qui était devant moi dans la file d'attente pour le vote par anticipation. On a eu une bonne jase politique, mais tout ça pour dire que c'est clair que lundi, tout le monde va être quand même suspendu à quelque chose qui semble une évidence, une majorité libérale. Mais espérons que le Québec va envoyer suffisamment de candidats du Bloc pour s'assurer que les intérêts du Québec sont bien défendus. Après la pause, Éric Bouchard. Wow. On est de retour à Franchement les tourneaux. Alors, comme je l'ai dit avant la pause, on est maintenant rendu à la chronique de mon ami Éric Bouchard. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je l'ai dit tantôt, merveilleusement bien. Cher Jacques, cher Jean-Yves, chers auditeurs, les Québécois qui étaient tous derrière Team Canada lors de la dernière finale de la Coupe des Nations. Et ça, malgré le fait qu'il n'y avait aucun francophone sur la glace. J'ai pris, moi, pour Team Canada, là. Mais justement, on va s'en parler dans la chronique. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun francophone sur la glace, s'apprête à donner à Mark Carney et au Parti libéral une majorité historique. Et ça, là, on n'avait pas vu ça depuis que Trudeau père avait menti aux Québécois la veille du référendum de 1980, il y a maintenant 45 ans. Ah, t'es sérieux, là? Ça serait la première fois depuis Trudeau père qu'au Québec, majoritairement, on voterait pour le Parti libéral. En fait, l'élection avait eu lieu juste avant le référendum de 80 et les Québécois avaient mis vraiment, je pense, 74. En tout cas, il y avait une grosse majorité de députés. Et donc, ce jour-là, Trudeau avait dit, à la veille du référendum, un non à l'indépendance est un oui à une constitution renouvelée dans laquelle on va protéger le français. Fait que les Québécois, ils ont cru les belles promesses de Trudeau puis ils ont voté non. Et depuis,
les libéraux nous trahissent continuellement. Petit rappel. Imposition unilatérale de la Constitution pour angliciser le Québec, c'est le Parti libéral. Votons Carney. La tricherie référendaire de 1995, c'est le Parti libéral. Votons Carney. La loi sur la clarté référendaire, c'est le Parti libéral. Votons Carney. Non, là, il te manque un peu d'énergie. Okay, 1, 2, 3, votons Carney! Parfait. L'invention de l'idée comme quoi les anglophones du Québec seraient une minorité, c'est le Parti libéral. Votons Carney. La loi sur les langues officielles et la Charte des droits et libertés qui mettent en opposition les francophones hors Québec et les Québécois sur les lois linguistiques, c'est le Parti libéral. Votons Carney. Jacques, t'as oublié de me dire votre Carney, mais là, tu vas me le dire. Traiter de plein de marde des témoins experts qui viennent au Parlement d'Ottawa expliquer comment l'anglicisation est produite par le régime colonial anglais, c'est le Parti libéral. Votons Carney. Mais t'es-tu en train de nous dire qu'il faut voter Poilievre? Non, je suis pas en train de vous dire ça. Moi, je suis juste en train de rappeler aux gens qu'à un moment donné, il faut arrêter là, je veux dire, la peur de Donald Trump, la peur de Poilievre. Le moment donné, il faut se rappeler de ce que c'est le Parti libéral. Donc, je vous ai fait un court résumé. Maintenant, l'avenir, parce que ça, c'est ce qui a été, mais on pourrait dire, « Hey, Eric, c'est des vieilles affaires du passé. » Ben oui. Mais là, dans le présent, pour affaiblir la loi 96, qui protège le français, et pour angliciser le Québec... La loi 96 qui vient de Jolin Barrette. Exactement. Bien, Carney et le Parti libéral vont contester l'utilisation préventive de la clause de souveraineté parlementaire. Fait que Carney dit, moi, c'est parce que c'est un peu trop compliqué que les élus s'occupent de ce dossier-là, fait qu'on va laisser les juges de la Cour suprême trancher. Ben voyons donc, au Canada, les juges sont nommés par le régime et travaillent pour les maîtres du régime, dont l'objectif est de minoriser et d'assimiler les francophones. Fait que les juges de la Cour suprême sont surtout pas impartiaux. Jamais eu de jugement un peu en notre faveur? Dans la plupart du temps, je veux dire 80, puis là, ça faudrait que je vais faire une autre chronique là-dessus. OK. Dans mon livre qui est en rédaction, que tu es en train de lire, absolument. Je m'attaque au racisme systémique des anglophones envers les francophones. Oh là là, tu viens de dire quelque chose de gros. Là, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Justement, ils liront mon livre. Ça, c'est ma bataille à moi que je livre. Et puis je crois que je vais faire œuvre utile puis je vais veiller certaines consciences. Mais d'autres, comme Daniel Turp et Maxime Laporte, livrent actuellement une autre bataille extrêmement importante. Ils ont déposé la semaine passée à Genève une plainte contre le Canada au Comité des droits de l'homme des Nations unies. C'est pas rien, ça. Puis pourquoi intervenir maintenant à l'ONU pour porter plainte contre le Canada? Bien, c'est parce que le Canada contrevient au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Contrevient à 3 des articles. Puis je vous lirai pas les articles parce que ça va... c'est un peu trop complexe, mais il y a 4 éléments qui favorisent aujourd'hui le dépôt de la plainte. D'abord, le Parlement d'Ottawa, en 2021, a voté puis fait reconnaître que la loi constitutionnelle confère au Québec et aux provinces les compétences exclusives pour modifier leur propre constitution. Fait que d'après toi, là, Jolin Barrette, qui est un petit vite, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi l'opportunité, puis il est allé inscrire dans la loi constitutionnelle 2 choses. Premier article, les Québécoises et les Québécois forment une nation. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise. Donc, le mot « nation » est important là-dedans. Troisièmement, Turp peut porter plainte à l'ONU, car comme le Québec est une nation, il a le droit de s'autodéterminer. Donc, le Québec n'a pas à se faire imposer unilatéralement la Constitution de 82, dont l'objectif était d'angliciser le Québec. Quatrièmement, avant son malheureux décès, l'historien Frédéric Bastien avait publié La bataille de Londres où il explique comment Trudeau père et le gouvernement de Londres avaient fricoté avec Bora Laskin, le juge en chef de la Cour suprême, que Trudeau père avait nommé lui-même. Wow! Ça, c'est grave. Puis en démocratie, les juges, parce que, je veux dire, là, je parle de droit, puis je parle de loi. Ça peut paraître un peu plate, mais je vais vous imaginer ça. Tu n'as pas le droit en démocratie. Les juges n'ont pas le droit de parler au gouvernement, c'est-à-dire ceux qui font ou qui exécutent les lois. C'est interdit. Ça prend un mur super étanche entre les deux. Puis pour imaginer ça, là, il faut imaginer un vice de construction dans le solage d'une maison. Pire, c'est que la maison qui a été bâtie par le constructeur a lui-même, il savait qu'il faisait un vice dans la fondation. Fait que là, c'est une fraude politique, puis c'est une fraude démocratique grave. Fait qu'enfin,
le Comité des droits de l'homme de l'ONU peut recevoir la plainte de Thurp parce qu'un plaignant doit avoir épuisé tous les recours à l'intérieur de son pays pour pouvoir être entendu. Fait que là, c'est là que ça commence à devenir excitant. Oui? Ben oui. Parce que là, Thurp et Maxime Laporte, puis là, ils sont une gang autour de ça à travailler là-dessus. Ils se sont présentés en Cour supérieure pour demander de faire déclarer sur le territoire québécois nulle, invalide et inapplicable la Constitution de 82. Et là, la Cour supérieure a refusé d'entendre et de voir les documents de preuve. Ah bon? Ils ont fait comme les singes, là, tu sais. De même. Là. Tu sais, ils se cachent la vue, ils se cachent les oreilles, ils se cachent la Parce bouche. qu'ils prétendaient que c'était pas de leur niveau? Ben, c'est parce que si elles avaient accepté de regarder la demande, elles auraient été obligées de se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve qui sont défavorables au régime colonial canadien-anglais. Fait que Thurp a pris son dossier. Puis là, il est allé cogner à la porte de la Cour supérieure. Mais il n'a pas cogné, en fait, il a fait « ding-dong ». Ça répondait pas. Ça répondait Ding-dong! Ça répondait pas. Il a sonné une troisième fois, ça n'a jamais répondu. « Sorry, we're closed ». Fait que là, il a pris son petit bonheur, Thurp, puis il est allé à la Cour suprême du Canada. Puis d'après toi, qu'est-ce qui est arrivé? Il a sonné à la porte, puis ça n'a pas ouvert. Ça n'a pas ouvert. Ils ont refusé d'entendre la cause. Et donc, à cause de ça, on peut aller à l'ONU pour défendre notre cause. Fait que, Jacques, quand je te dis que le régime colonial canadien-anglais pratique le racisme systémique envers les francophones, on en a une autre preuve éclatante. Tu sais, la grande loi à la base du régime politique qui vient angliciser, elle est viciée à la base. Puis les juges, qui sont supposément impartiaux, refusent de rouvrir le dossier qui pourrait plonger le Canada dans une nouvelle crise constitutionnelle. Fait que pour conclure, parce que je pense qu'on va rejaser après pour conclure, mon Jacques, pendant que certains livrent bataille pour éveiller les consciences, je t'invite à te lever et à chanter avec moi notre hymne national, comme le feront des milliers de Québécois qui vont voter pour Mark Carney, comme toi, qui appuie Team Canada. Allez! Canada! Ben ouais, mais je sais pas chanter ça, moi. De Nos aïeux! Ils vont penser qu'on est chaud. Front et saint! Jean-Yves, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que... Fleuron glorieux! Ah, ce bout-là, j'ai jamais compris. Moi, Bon, ce qu'on mais chantait. regardez. On chantait ça à petite école, nous autres. Ben, hey! Mais ça rentrait... C'est Ginette qui ça chante. oui, ça rentrait dans nos TV, ça, tous les matins, avant de regarder les bonhommes le samedi, dimanche matin. Ah oui, Mais tout ça oui, pour vous t'as dire raison. qu'il va y avoir quand même 20 000 personnes à la prochaine game des Canadiens contre les Capitals. Puis d'après toi, là, les gens en foule, là, même si ils sont francophones, même s'ils vont dire qu'ils sont des démentis, ils vont se lever, là, puis ils vont faire du néo-patriotisme canadien, du néo-nationalisme canadien, puis ils vont chanter en chœur, parce que dans le fond, ils vont jouer... Tu te lèves pas, toi, quand tu vas au Centre Bell? puis, Moi, mon père se au levait pas, stade? je me suis jamais levé. Moi non plus. Et une fois... Ben, il y a- lever, mais pas chanter. là. Et une fois, il y avait une partie entre la Ligue de hockey junior de l'Ontario, avec Éric Lindros à l'époque, contre le Québec et Yannick Perrault. Et moi, je m'étais pas levé. Et il y avait un anglophone qui m'avait dit « Why don't you stand for your country? » Puis j'avais pointé le drapeau du Québec, puis j'avais dit « C'est ça, mon country. » Fait que je me lèverais pas... T'es-tu battu? Non, battu? Non. C'est pas mon genre de me battre. C'est pas Ok, mon genre. ok. Mais j'étais un peu baveux, par contre. Ah oui, t'es capable d'être baveux. T'es capable d'être baveux. Mais parce qu'il nous reste quelques minutes, je trouve ça quand même intéressant ce que tu soulèves sur la question de l'impartialité de la Cour, parce que c'est vrai, t'as raison, ça se confirme dans l'histoire des rapports sur la question de la question nationale. Mais tu sais, je pourrais te donner des exemples où la Cour suprême a donné raison aux syndicats et aux travailleurs face aux grandes entreprises, tu sais, en confirmant des lois aussi des droits aussi fondamentaux que le droit de grève, le droit d'association, le droit de négociation. Tu sais, des fois, on pourrait penser que les grands juges sont du bord des capitalistes puis des dominants, mais ça peut arriver qu'une Cour, quand même, te donne raison Oui, mais sur des droits fondamentaux. Oui, mais c'est des droits fondamentaux, mais ça ne vient pas ébranler la structure du régime colonial. Un droit de grève, là, ça change rien. Le Canada n'est pas menacé. Alors oui, tout à que fait. si on va de l'avant puis qu'on donne aux Québécois ou aux francophones, puis on laisse vivre le fait français au Québec, bien, tous les députés libéraux de l'île de Montréal, avec Anthony Housefather en tête, ils vont taper du pied. Puis là, ils vont dire, ça n'a pas de bon sens. Vous nous abandonnez, nous, la pauvre minorité anglophone. Imagines-tu une minorité anglophone? Conceptuellement, on a accepté ça, les Québécois dans le régime colonial. Une minorité anglophone. C'est la majorité continentale.
de la langue la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Et là, on vient nous dire que c'est une minorité. Ça n'a aucun bon sens. Et nous, dans le narratif du régime colonial, on a accepté ça. Et en acceptant ça, on dit c'est une pauvre minorité. Et là, le pont qui est fait avec les juges, c'est qu'on dit il faut protéger les minorités linguistiques dans les provinces où elles ne sont pas majoritaires. Fait que comme les anglophones ne sont pas majoritaires au Québec. Et là, les juges interprètent la Constitution canadienne. Mais l'ONU, il y a de ça 30 ans, est allé dire aux anglophones qui se plaignaient de la loi 101, ils ont dit vous n'êtes pas une minorité. Ça n'existe pas. Vous êtes la majorité au Canada, bien que vous soyez peut-être minoritaire en nombre au Québec. Donc, c'est tout ça. Le combat contre le régime, ben, il faut qu'il se fasse. Puis bravo à Daniel Turp, puis bravo à Maxime Laporte. Puis bravo à Éric Bouchard. Merci infiniment. Ça paraît que tu travailles là-dessus depuis quelques mois, toi. On va te réinviter sur l'impartialité des juges et tout le reste. Wow. On est de retour à Franchement les tourneaux. Éric Bouchard est toujours avec nous. Et comme je l'ai dit avant la pause, on reçoit Alain Pronkin, qui est chroniqueur spécialiste de l'actualité religieuse, qui a publié en 2018 Qui succédera au pape François. Alain Pronkin, bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Disons que tu es pas mal occupé cette semaine et on t'interpelle un peu à gauche, à droite pour nous parler de ce qui est en train de se produire à Rome. Oui, je suis un petit peu occupé, mais on est toujours très occupé. Mais un peu plus qu'en temps normal. Oui, c'est ça. Tu avais écrit ton livre octobre 2018, Qui succédera au pape François? Ça fait déjà un petit bout. Tu pensais-tu que le pape était pour nous quitter avant? Quand j'ai écrit ça, j'étais parti du principe de base que le pape avait écrit « Je ferai un court mandat, 3 à 4 ans ». Il avait dit ça. Fait que là, il avait été élu en 2013, donc moi, je me suis dit en 2018, ça fait 5 ans, il va être sur le bord. Et je tiens à te signaler, je sais pas si c'est de la prémonition ou quoi, ou s'il répondait à mon livre, parce qu'entre toi et moi, il a reçu une copie de mon livre. Ah oui? Il a été remis par un évêque québécois. Il l'a-tu lu, tu penses? Ça, je ne sais pas. Mais il a demandé à l'évêque, c'est qui mon successeur? Et le pape, si tu lis bien son autobiographie qui a été parue dans les 3-4 derniers mois, et au Québec est arrivé il y a 2 mois, à un endroit, il répond à cette question-là. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai indiqué que mon mandat serait de 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Mais dans les circonstances. Fait que moi, je me fais une fleur moi-même, c'est sûrement pas vrai. Il a répondu aux intitulés de mon livre que j'ai écrit en 2018. Mais ce qui est important, si on relit ce livre-là, Qui succédera au pape François, c'est que j'explique un peu comment ça choisit un pape. Oui, vas-y donc. Parce que souvent, les gens vont dire, c'est la droite, c'est la gauche. Et mon Dieu, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais te donner un exemple. Je suis convaincu, toi, Jacques, dans ta carrière, tu avais des collègues à toi qui devaient être au même syndicat que toi, pour qui tu n'aurais jamais voté. Ça, c'est sûr. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui étaient de la partie patronale et tu aurais voté pour eux. Oui, peut-être, oui. Oui. Il y en a toujours un ou deux. Bon. Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire il fait partie du groupe de droite ou il fait partie de ça. Oui, c'est un impact, mais il y a beaucoup d'autres impacts. Un autre des impacts, c'est l'âge. Est-ce que c'est quelqu'un qui a notre âge? Pourquoi? Parce que c'est la même mémoire collective. Tu as une mémoire avec les gens. Toi, Jacques, je sais que tu as à peine 50 ans, disons. Oui, 62. Non, 50. Bon, merci. Alors, ta mémoire va être avec les gens de ton âge de 50 ans. Tu n'as pas la mémoire de tes parents ou des gens de 85, 90 ans, ni celle des un peu plus jeunes que toi, ceux qui ont 20 ans. Donc, l'affinité, si tu prends un groupe, les gens vont se regrouper par leur âge. Et quand on étudie les votes dans les différents conclaves, regarde les 2 derniers, la moyenne d'âge est au-dessus de 75 ans et on a pris François qui avait 76 et Benoît XVI qui avait 78 ans. Oui, OK, Quand Jean-Paul II a été élu, il y avait 57 ans, mais il y avait une majorité de cardinaux qui étaient autour de 60 ans. OK. Donc, c'est un impact. Alain, je veux, parce qu'on n'a pas, on a à peu près une dizaine de minutes, je veux t'entendre sur une question. Bon, moi, je comprends très bien quand tu nous dis c'est pas une question de droite, c'est pas une question de gauche, même quand on le qualifie, ça a l'air, François, de progressiste à l'intérieur de l'Église, c'est pas si clair. Mais, mais j'aimerais ça que tu entendes dans le contexte politique actuel.
Hein? On n'a pas besoin de le définir, là, tu le connais comme moi. C'est quoi l'importance de cette nomination-là prochaine? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, Vance était là, les Trumpistes doivent donc souhaiter que ce soit un pape ultra-conservateur. » Bon, tu vois le genre, là. Alors, donc, j'aimerais ça que tu me situes l'enjeu en fonction de la conjoncture actuelle. L'enjeu, le Vatican est connu comme une plaque tournante pour la diplomatie internationale. Ça veut dire qu'on va là-bas pour discuter des enjeux, puis on va là-bas pour essayer d'influencer. Un exemple, on a fait libérer des prisonniers ukrainiens et des prisonniers de guerre russes. Ah bon? Et le Vatican s'en est occupé. On a pris des enfants qui étaient dans la bande de Gaza, qui ont été dans les hôpitaux en Europe, et le Vatican est intervenu. Le Vatican intervient, est une plaque tournante. Dans le temps, avec Cuba, il y avait eu des rencontres concernant Cuba. Donc, c'est une plaque tournante de la démocratie et de la négociation. Donc, c'est certain. Écoute, Poutine a rencontré combien de fois le pape? Trump est allé rencontrer le pape. Donc, c'est une plaque tournante. Et là, il s'agit de voir, est-ce qu'on va élire un diplomate? Parce que souvent, tu as des diplomates qui se retrouvent là. Caroline est l'exemple typique. Ils n'ont pas d'ennemis connus. Ils sont là, puis ils disent, OK, ils essayent d'être neutres, parce que la doctrine, le principe du Vatican, ne pas prendre part directement dans aucun conflit, mais aider les plus démunis. Et là, à l'intérieur de l'Église, ben, ça va toujours être la question. On aide beaucoup ou un petit peu moins les démunis? Exemple, les migrants. Est-ce qu'on dit accueillir tous les migrants ou on dit, ben, il faudrait, comme certains, comme Erdo, il y en a qui le voient comme papable, il va dire non, il ne faut pas aider les migrants. Et le combat est directement avec les États-Unis. Il ne faut pas se le cacher. Non, c'est clair. Le pape a dit qu'il faut construire des ponts et non pas des murs. Oui, il a été clair. Ça, sur Trump. Il a été très clair et il l'a toujours fait. Mais là, il s'agit de voir. Il y a des cardinaux qui sont pro-Trump. Cardinal Burke aux États-Unis est pro-Trump. Ah oui. Donc là, il s'agit de voir ces gars-là vont réagir comment. Il y a des gars qui sont contre le pape. Muller, en Allemagne, était carrément contre le pape. T'as Muller, t'as l'autre, Burke, qui disait « on va faire avec ce pape-là ». Et il mettait des bâtons dans les roues. Donc, ces gars-là existent. T'as Sarah, en Afrique, qui lui dit « moi, je veux revenir avec on regarde plus les paroissiens pendant la messe, on regarde de l'autre côté ». Il y en a qui veulent revenir sur la messe en Ça veut dire, attends, c'est quoi ça? On regarde plus les paroissiens, on regarde de l'autre côté? Oui, c'est les messes d'avant 1960. Ah oui? Suivant les rites tridentins, on regardait de l'autre côté, on regardait vers Dieu et les paroissiens étaient derrière soi. Ah oui, ça, c'est ce qu'on appelle les conservateurs. Et il y a aussi les post-libéraux. C'est la nouvelle tendance où il y a beaucoup de jeunes qui disent il faut prendre le contrôle, disons, mais là j'exagère un peu en disant il faut prendre le contrôle du gouvernement, il faut que nos idées passent à l'État. Et ça, qu'est-ce que tu penses qui arrive avec les droits des femmes concernant l'avortement? OK, ça, t'appelles ça des post-libéraux, t'appelles pas ça des conservateurs? Oui. Non, c'est des post-libéraux. OK. Explique-moi la différence avec un conservateur. C'est que le post-libéral, J.D. Vance en est un bel exemple, il n'est pas pour la messe en latin, lui. Mais lui, il est pour que la morale catholique revienne. Oui. Tu comprends? Elle revienne puis elle domine. Les femmes à la maison, pas d'avortement. C'est ça, le post-libéral. Faire des bébés. Il paraît que Trump va signer un décret là, pour donner une médaille aux femmes qui font 6 enfants et plus. Je sais pas si c'était une blague qui circulait, mais bon, on serait pas étonnés. Fait que les post-libéraux, c'est ça. C'est qu'eux, ils disent l'époque libérale de l'Église est maintenant révolue. Tu sais, où on donnait des droits. Maintenant, on revient à... voici la post... C'est comme un peu si je disais que la postmodernité est reculée par rapport à la modernité. OK. Il me reste 4 minutes. Oui. Comment ça va se passer? Ça marche comment? Ils sont combien? Ils ferment les portes, la petite boucane blanche, les tractations. Ouais. Explique-nous comment ça marche. OK. De la façon que ça fonctionne, c'est que ce qu'il va y avoir, c'est qu'entre le 6 et le 10 juin, on va commencer le conclave. Donc là, actuellement, on va faire des funérailles. Tu as 3 jours où tu peux voir le pape à la basilique. Après ça, ça va être des funérailles qui vont avoir lieu samedi. Et là, même ça a commencé hier, c'est des congrégations générales. C'est des réunions de tous les cardinaux qui sont présents à Rome. Les 250 cardinaux sont invités, quel que soit ton âge. Et tu participes à ça. Les orientations de l'Église, comment on gère l'Église. Et tout ça, c'est secret, là. Par la suite, une fois que ça c'est donné, on va avoir une idée de ce que les cardinaux pensent. Tous ceux qui ont moins de 80 ans, 79 ans et 374 jours et moins, eux peuvent voter. Et ça, le premier vote doit être entre le 16e et le 20e jour qui suivent le décès du pape.
OK. Ça veut dire autour du 8 mai, il faut que tu aies déjà le premier vote à la chapelle Sixtine. Et à la chapelle Sixtine, aucun téléphone cellulaire, aucune tablette, du bon vieux papier et des crayons. OK. Et aucune communication à l'extérieur. Même, ils n'auront même pas de journaux. Ça veut dire qu'ils ne sauront même pas si le Canadien va loin en série. Ça me donne une idée, là. Oui. J'ai Éric Bouchard qui veut te poser une question. Oui, vas-y. Le pape a dû nommer des cardinaux qui épousaient sa doctrine, qui épousaient le pape François. Donc, les votants, parmi les votants, il doit y avoir du monde qui pense un peu comme lui. Donc, ça va influencer probablement, selon moi, le prochain pape. Oui, c'est certain. Mais il a aussi nommé des gars qui ne pensent pas comme lui. Okay. Justement, Müller, qui est son ennemi juré en Allemagne, c'est lui qui l'a nommé. Le cardinal Becciu, qui est allé jouer dans l'argent du pape pour acheter des condos de luxe à Vancouver, pas à Vancouver, excusez, à Londres. Mm-hmm. Il a fallu qu'il signe sa petite lettre, que je n'irai pas voter. Pourtant, c'est le pape qui l'a nommé. Il n'y a pas tellement longtemps. Le pape n'a pas nommé que des amis. Il a nommé aussi des gens qui ne pensent pas comme lui. Il a essayé d'aller chercher beaucoup de gens, il a essayé d'en mettre, mais pas nécessairement. Et les idées peuvent évoluer chez les cardinaux par l'influence des autres, par évidemment le groupe d'art. Donc, c'est pas systématique. C'est moi qui t'ai nommé et ça donne ça, là. Il nous reste 2 minutes. Si tu avais un petit 5 à mettre, là, il va-tu venir d'Europe, il va-tu venir d'Allemagne, il va-tu venir des États-Unis, pourrais-tu venir d'Afrique, d'Asie? Il peut venir de partout. Ah, ça, c'est sûr. Moi, si tu lis mon premier livre, un de ceux que je m'étais papable est toujours là, et c'est Paroline. Est-ce que Paroline, et là, je lance la discussion générale, est-ce que c'est un Italien ou un Vénitien? Est-ce que les Vénitiens sont des Italiens? Ah, OK. Hein, c'est comme un Québécois au Canada. Ben, peut-être pas. Mais il est Vénitien parce qu'il y a déjà des Vénitiens qui m'ont appelé. Ils ont dit, monsieur, vous prononcez mal le nom du cardinal Paroline. J'ai dit, non. Et en vénitien, ça se prononce Paroline. Là, j'ai dit, OK, on s'en va là. Alors, il est vénitien, on va dire qu'il est italien, mais il y a une couleur locale, mais c'est le grand diplomate. Parfait. C'est celui qui gère le Vatican depuis que le pape François l'a nommé en 2014. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est, comme on dit, celui qui est en tête. Il y en a qui vont me parler de Taglé en Asie. Mais Taglé est trop jeune. Le cardinal Lacroix au Québec est trop jeune. Le cardinal Léo, qui est un Montréalais, parce qu'il est né à Montréal, il a été élevé à Montréal. Paraline. Paraline. Ouais, on retient ça à Alain Pronkin parce que c'est déjà tout. Malheureusement, ça va trop vite. Mais aussitôt que c'est fait, je te réinvite. C'est super intéressant. Il n'y a pas de problème. Puis, tu peux me réinviter un peu plus souvent parce que là, ça va bouger beaucoup au Vatican. Merci, Alain. Merci, Alain Pronkin. Il y a Donald Trump qui est là samedi. Oui, on va surveiller ça. Merci, Alain Pronkin. Merci. Bonne journée. Après la pause, Benoît Lacourcière qui nous parle du financement des universités. Wow. On est de retour à Franchement les tourneaux. Éric Bouchard est toujours avec nous en studio et comme je l'ai annoncé en début d'émission, on va recevoir Benoît Lacourcière qui est président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, affiliée à la CSN, qui représente beaucoup de monde dans l'éducation postsecondaire au Québec, notamment dans les universités. Et j'ai invité Benoît à venir nous jaser un peu de ce que M. Poilievre a annoncé cette semaine là, dans son programme électoral qu'il pourrait éventuellement couper le financement de la recherche dans les universités, surtout là où on favorise de la recherche antisémite. Alors, ça nous a rappelé un peu ce qui se passe actuellement du côté des États-Unis. Benoît, bonjour. Bonjour Jacques, merci de me recevoir. Bien, ça me fait plaisir de te recevoir à ce micro. Benoît, du côté de la FNEC, comment on réagit quand on entend Poilievre annoncer de telles choses? Bien, c'est franchement inquiétant parce que c'est une atteinte claire au principe de liberté académique qui est fondamental, puis au principe de l'autonomie des établissements. C'est deux principes qui vont de pair, donc c'est extrêmement inquiétant que l'État se mette à diriger quelles sont les bonnes et les mauvaises recherches. Oui. Et je sais que vous êtes intervenu il n'y a pas si longtemps quand, du côté du Québec, la ministre Derry serait intervenue là, dans des programmes d'enseignement au niveau collégial par rapport à la question palestinienne. Tu fais-tu un peu le même lien, cette tendance-là qui se développe du côté américain? Est-ce qu'on l'aperçoit de plus en plus du côté du Québec et du Canada?
Ben, effectivement, là, c'est quelque chose qu'on constate là, dans les politiques publiques, là, que ce soit de la CAQ ou des conservateurs au fédéral. C'est sûr que tout ce qui est en lien avec le conflit au Moyen-Orient, c'est des dossiers qui sont difficiles, qui sont litigieux. Et il y a clairement un favoritisme là, du côté de certains partis politiques là, envers Israël. Oui. Est-ce que du côté de la Fédération, on a fait des interventions, on a interpellé le gouvernement de la CAQ suite à ces interventions-là de la ministre Derry? Oui, effectivement, on a envoyé des communications au cabinet de la ministre, on est intervenu publiquement, médiatiquement. C'est foncièrement inquiétant là, qu'une ministre questionne le contenu d'un cours de cégep, par exemple, ou qu'un gouvernement fédéral décide de prioriser ou de se mettre à choisir quelle recherche devrait être financée. C'est franchement inquiétant parce que ça porte atteinte vraiment à la liberté académique, à l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants qui devraient être maîtres de choisir comment ils enseignent. Puis, sous différents prétextes qui sont un peu fallacieux jusqu'à un certain point. Si c'est des enjeux d'incitation à la haine, le code criminel existe. Si c'est des enjeux de harcèlement, il y a des politiques dans les établissements pour contrer ça. Les mécanismes internes fonctionnent bien. Puis c'est ce qui s'est passé dans les cégeps au Québec. Les mécanismes internes ont fonctionné. Les départements ont approuvé le contenu de cours. C'est pas le rôle d'une ministre de l'enseignement supérieur d'aller se mettre à dire qu'est-ce qu'il faut enseigner dans une salle de classe. Il y a des problèmes éminemment plus urgents, notamment en termes de financement dans les établissements, que de se mêler du contenu des cours. Quand on voit du côté américain ce qui est en train de se produire, notamment entre l'Université Harvard puis l'administration Trump, là, qui vient carrément s'immiscer, puis on le sait, là, c'est extrêmement biaisé et orienté de la part du gouvernement Trump. Là. Un cours sur, par exemple, l'histoire du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui pourrait avoir l'air de laisser toute la place aux revendications historiques du peuple palestinien est interprété comme étant quelque chose d'antisémite. Est-ce que, du côté de la FNEC, on suit ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce qu'on a des relations même avec des fédérations d'enseignants et d'enseignantes du côté américain? Bien, effectivement, on entretient périodiquement des relations avec les grands syndicats de l'éducation aux États-Unis. On est aussi communément affilié à l'International de l'éducation, qui est largement préoccupé par les atteintes à la liberté académique aux États-Unis. Il y a une volonté là, qui date même d'avant Trump. On le sait avec, par exemple, DeSantis en Floride. Donc, c'est fortement préoccupant comme situation. Puis de voir des politiciens, des politiciennes au Québec, au Canada, qui s'inspirent de ces politiques-là, c'est comme je dis, c'est franchement inacceptable. Je sais pas si tu as vu passer, j'imagine, je pense que c'est du côté de la Fédération canadienne des enseignants là, qui recommandait aux professeurs d'université peut-être de ne pas se rendre aux États-Unis, donner des conférences. Bon, on a vu, il y a eu quelques controverses là, où des conférences ont même été annulées. Est-ce que du côté de la FNEC, du côté du Québec, est-ce qu'on a un mot d'ordre? Est-ce qu'on intervient auprès des membres sur cette question-là pour les mettre en garde par rapport à ce qui se passe du côté américain? Pour l'instant, la FNEC, on n'a pas pris position. On essaie de faire attention, de suivre ce qui se passe. On sait qu'il y a des établissements qui ont émis des recommandations de faire extrêmement attention, entre autres l'Université de Montréal, l'Université Laval. C'est quand même assez inquiétant. Puis on arrive dans la saison des colloques universitaires. C'est très préoccupant aussi. L'université comme institution millénaire est fondée sur le partage puis sur les relations internationales. Donc, ça aussi, c'est une atteinte au principe même de la liberté universitaire puis de la science jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. J'imagine, pour connaître la FNEC, que dans le contexte actuel, bien que là, on est en train de jaser de liberté académique puis d'indépendance des milieux d'enseignement, j'imagine que, parce qu'il nous reste quelques minutes, là, qu'il y a quelques gros dossiers sur lesquels la FNEC travaille en ce moment. Est-ce que le contexte politique électoral au Canada, de façon plus large, est suivi pas mal de votre côté? C'est sûr qu'on s'interroge toujours sur les rendez-vous électoraux. C'est sûr l'enseignement supérieur, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Le fédéral a un rôle à jouer en matière de financement.
Évidemment, bon, on peut s'inquiéter de certaines politiques publiques qui pourraient être prônées par les différents partis politiques. On peut s'inquiéter des compressions qui sont annoncées là, par les principaux partis politiques, que ce soit au fédéral, puis aussi au provincial. L'état des finances publiques aussi est largement inquiétant. Le fameux dossier, parce qu'on parle de finances publiques, dans le dernier budget de M. Girard au Québec, comment ça a été reçu de votre côté? Parce qu'il y avait des projets de développement, des projets d'infrastructure. On a entendu parler là, de projets d'agrandissement, de modernisation de certains collèges, notamment dans les régions. Et là, il paraît qu'on a mis un haut là à tout ça. C'est quoi l'état de situation? Ben, c'est même la vérificatrice générale qui le disait il y a un an. Les investissements dans les cégeps pour les infrastructures sont la moitié de ce qui devrait être pour avoir un parc de cégeps en bon état. C'est 65 des bâtiments des universités, 65 des bâtiments de cégep, 40 des universités qui sont en mauvais état. Donc, il y a un besoin en termes d'infrastructure, puis il y a un besoin aussi pour faire fonctionner, pour engager du monde. Dans les établissements, ne serait-ce que dans les universités, là, c'est une baisse de budget qu'on s'attend. Il y a 0,7 de moins dans les universités. OK, c'est pas des gels, là, c'est moins de financement. C'est moins de financement dans les universités, là. Donc, puis on l'a vu, là, la coupure dans les bourses perspectives Québec pour les étudiantes et les étudiants, ça aussi, c'est important. Les bourses perspectives, on les critiquait, mais c'était quand même 250 millions qui auraient pu être investis dans l'aide financière aux études. Les étudiantes et les étudiants vivent une grande précarité financière. Donc, il y a des besoins immenses qui ne sont pas comblés par le gouvernement qui a préféré faire des baisses d'impôts ou donner des cadeaux ou mal investir l'argent comme dans des usines comme Norvolt. Oui, tout à fait. Puis baisser les impôts à la hauteur de 1,7 milliard par année. Hein? On l'oublie, là, mais le Trésor québécois se prive de 1,7 milliard à chaque année pour justement être capable de financer les infrastructures publiques. Je le disais hier à une émission avec Gérald Filion, Mark Carney qui ouvre la bourse en disant il n'y a pas de problème d'augmenter le déficit et la dette canadienne quand il s'agit de financer l'économie, mais quand il s'agit de financer les infrastructures publiques puis les services publics, là, c'est un autre ballgame, n'est-ce pas? Effectivement. Benoît Lacourcière, je te remercie infiniment pour cette entrevue et on va te réinviter si jamais il y a d'autres dossiers d'actualité au niveau de l'éducation. Ça va me faire plaisir. Au plaisir, Benoît. Salut. Alors, c'est déjà tout. Quoique Jean-Yves Lemay me fait signe que, bon, oui, c'est déjà tout pour Franchement les tourneaux. Veux-tu ajouter quelque chose, toi, Éric Bouchard, tiens, sur le financement des universités? Bien, première des choses, je comprends pas pourquoi le fédéral donne de l'argent aux universités. C'est des compétences provinciales. Oui, c'est au niveau de la recherche, je pense. Oui. Tout. Ah oui. Puis là, regarde, je suis pas intervenu, j'ai respecté, mais le fait que si le fédéral finance dans les champs de compétences du Québec, c'est plutôt de l'argent qu'il devrait donner au Québec parce que c'est... En matière de transfert canadien. En matière de transfert canadien, et on investirait dans où est-ce qu'on veut. Deuxième des choses, c'est sûr que la recherche universitaire, il faut qu'elle soit financée, que ce soit par le public, que ce soit par le privé, que ce soit par des groupes religieux. On parlait aux États-Unis de groupes traditionnels chrétiens qui financent la recherche. Il faut que ça soit financé à quelque part. Et donc là, ce qui arrive, c'est que c'est comme si le gouvernement canadien, par ses programmes de financement universitaire, n'écrivait pas, dans le fond, en fonction de quoi il accorde la recherche. Fait que c'est sûr que les chercheurs d'université, ils feront jamais de recherche sur l'aspect anglicisant du régime fédéral parce qu'ils ne recevront pas leur financement parce que dans le petit programme, là, c'est marqué, on va donner de l'argent pour chercher et de trouver sur ce terrain-là et ne va pas sur ce terrain-ci. Éric Bouchard, merci infiniment pour ta participation. On vous laisse en bonne main avec Jean-Yves Lemay la semaine prochaine. Émission spéciale sur la crise du logement à Longueuil.